communiqué de presse. Démenti du secrétariat général de la SENCO sur la désinformation de M. Freddy Mulumba relative à l'attitude de l'Église catholique face au danger de la balkanisation de la RDC. Le secrétariat général de la SENCO a suivi avec indignation les propos du journaliste Freddy Mulumba, analyste politique et ancien DG de la RTNC, dans son interview à Africa Flash, ce jeudi 14 novembre 2024, publié dans YouTube, accusant l'Église catholique de jouer le jeu des étrangers qu'il appelle à d'autres occasions les impérialistes, en demeurant silencieuse face à la menace de la balkanisation de notre pays. Je le cite. L'Église catholique ne parle pas de la balkanisation. Ils sont ailleurs. Tout le temps, c'est critiquer Félix Tshisekedi, attaquer le pouvoir. Propos à peine croyables de la part d'un scientifique de son rang, s'il faut considérer son diplôme. Et ce n'est pas la première fois qu'il fait de telles déclarations. Considérant l'audition dont jouit ce journaliste perçu comme un des spécialistes de l'insécurité à l'est du pays, la SENCO ne peut pas laisser les milliers de compatriotes consommer cette désinformation alors que la vérité est à la portée de tout le monde. C'est ce que nous voulons démontrer maintenant. Comment reprocher à l'Église catholique de ne pas dénoncer le danger de la balkanisation alors qu'il n'y a pas une Église qui a fait autant qu'elle au niveau national et international pour dénoncer cela? Les preuves sont nombreuses. Nous nous limiterons aux faits les plus significatifs. Tenez, tout Congolais qui a plus de 25 ans ayant une bonne mémoire se souviendra que le 1er août 2012, la SENCO a organisé une marche contre la balkanisation de notre pays. Dans toutes les provinces, beaucoup de compatriotes non catholiques nous ont rejoints dans cette manifestation. Le 19 septembre 2012, en pleine guerre opposant le FARDC et le M23, une délégation de 5 évêques de la SENCO, accompagnée du premier secrétaire général adjoint, a fait le déplacement de Rutshuru, quartier général de la rébellion, avec un message fort de la SENCO, lu dans l'église devant le chef rebelle, M. Sultani Makenga, sous les applaudissements continuels de la population. Message dénonçant les velléités de la balkanisation et invitant les rebelles au dialogue avec le pouvoir. Le 23 juillet 2019, le président sortant de la SENCO, son Excellence Monseigneur Marcel Outembi, accompagné du secrétaire général de la SENCO, a rencontré le président ougandais, M. Yoweri Museveni, en présence du président de la conférence épiscopale ougandaise, entre autres pour l'interpeller sur la présence et les exactions des ADF NALU dans notre pays. Le 11 août 2022, à l'issue d'une visite à l'est de notre pays, le cardinal Fridolin Ambongo a lancé un appel pressant à la conscience nationale face à la tentative de la balkanisation de notre pays en ces termes. Le risque de la balkanisation que nous avons dénoncé devient de plus en plus une réalité. Beaucoup d'autres évêques, dont Monseigneur Uringi, évêque de Bunia, cité dans l'interview susmentionnée, ont souvent aussi dénoncé le danger de la balkanisation dans leur diocèse. Malheureusement, en citant ces derniers, M. Freddy Mulumba fait croire que c'est un cas isolé qui n'est pas suivi par l'Église catholique.
Le 9 novembre 2022, les évêques membres de la SENCO ont sorti un message pathétique intitulé « L'heure est grave, le pays est en danger », dans lequel ils dénonçaient, entre autres, l'indifférence de la communauté internationale par rapport aux velléités du Rwanda, cité explicitement comme agresseur, ce qui, selon les évêques, frise une complicité de cette communauté. Le 4 décembre 2022, la SENCO a organisé pour la deuxième fois au niveau national une marche pour dénoncer la guerre à l'Est et dire non à la balkanisation. On retrouve la même dénonciation dans plusieurs autres messages de la SENCO dont notre brave journaliste ne se souvient malheureusement pas. Dans plusieurs messages de la SENCO, les évêques ont conseillé au gouvernement l'organisation des concertations nationales dans l'unique but de renforcer la cohésion sociale et de créer une forte dynamique nationale au-delà des sensibilités politiques pour faire face ensemble aux défis sécuritaires, appel qui n'a jamais été entendu. Au niveau international, la SENCO a organisé plusieurs missions de plaidoyer, entre autres au niveau de l'Union européenne et des États-Unis, parfois avec le concours du gouvernement, parfois accompagné de l'ECC, pour dénoncer l'agression rwandaise et les dangers de la balkanisation. Le secrétariat général de la SENCO espère qu'avec ces informations vérifiables, M. Freddy Mulumba et tous ceux qui penseraient comme lui, s'ils sont de bonne foi, reconnaîtront qu'ils se sont trompés dans leur jugement. La SENCO joue un rôle d'avant-plan dans la dénonciation du danger de la balkanisation de notre pays. Aussi, ce n'est pas juste d'attribuer à la SENCO la vocation d'attaquer le pouvoir, oubliant tout ce que l'Église catholique fait pour améliorer les conditions de vie des Congolais et sa contribution à l'édification de la paix. L'Église catholique a toujours été et sera du côté du peuple. Elle ne se taira jamais tant que le peuple congolais ne vivra pas dignement. Que par l'intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame du Congo, Dieu bénisse la RDC, ses dirigeants et son peuple. Je vous remercie. La radio, mais il y a eu une petite coupure d'image, pas de son. Non, c'est la réalité du Congo. Vous savez, c'est les 20% des dessertes en taux d'électricité. Vous savez. Donc, mais la réalité, c'est là. Qui dit 20% dit 80% dans le noir. Hein. Oui, mais nous sommes à Kalina, donc dans le sein de la République. Alors, si le 20 décembre, Deli Sesanga accède à la magistrature suprême, au niveau politique, qu'est-ce qu'il change ? Institutionnel et politique. On commence par là. D'abord, vous savez que nous avons un projet de révision de la Constitution que nous avons soumise après pétition au débat à l'Assemblée nationale qui a été arrêté en raison de la proclamation de l'état de siège. J'entends reprendre ce projet parce qu'il comporte un certain nombre de réformes nécessaires à la stabilisation de notre pays et au renforcement de l'efficacité institutionnelle. Ce projet de réforme comporte, entre autres mesures, de resserrer le périmètre de la décentralisation, de ramener la décentralisation au niveau des territoires et de ne pas avoir cette multiplicité, cet enchevêtrement d'entités décentralisées pour lesquelles il n'y a pas du potentiel fiscal et qui sont plus un coût que une opportunité pour nos concitoyens d'avoir accès à des services publics de qualité. Vous voyez, nous avons proposé dans cette révision constitutionnelle de changer la composition du Conseil supérieur de la magistrature parce que nous considérons que dans sa composition actuelle, elle est trop corporatiste et n'aide pas à renforcer l'exercice citoyen, redevable et responsable de la manière dont la justice est rendue dans notre pays.
nous avons également changé les règles dans cette constitution d'entrée en fonction du gouvernement. Nous sommes en période électorale, il y a une forte énergie pour la conquête du pouvoir, mais vous verrez que lorsque nous avons le président élu, la première question qui va se poser, c'est comment on compose le gouvernement. Cela va prendre 4 à 6 mois et toute cette énergie que l'on a mis en place pour mobiliser le peuple, elle va s'estomper. Donc le système que nous proposons dans cette révision constitutionnelle, c'est que le Premier ministre, il est nommé. S'il ne rencontre pas une motion de censure qui est votée, donc il reste en fonction. Et donc ça met fin à ces discussions inutiles de la classe politique qui nous consomment à chaque cycle à peu près 6 à 9 mois. Et quand vous les additionnez, c'est comme si sur 4 cycles, les politiciens se sont mis à discuter de la composition du gouvernement pendant tout un mandat. Non, je veux juste expliquer. Donc le Premier ministre ne doit plus être investi. Le président il nomme le gouvernement. S'il n'y a pas de motion de censure, il reste en fonction. Oui, c'est-à-dire que le Premier ministre va venir présenter son programme devant l'Assemblée nationale. Et si l'Assemblée nationale, il y a une motion, on en discute. S'il n'y a pas une motion qui est votée, ça passe automatiquement. Parce que l'inconvénient du système actuel, c'est quoi? Vous avez un individu qui va vous dire, moi je vais être ministre des Affaires sociales. Il va bloquer la formation du gouvernement pendant autant de temps. Mais en réalité, notre constitution est fondée sur les règles de la responsabilité. Donc, quand quelqu'un n'est pas d'accord avec une politique qui est mise en place, il doit se manifester par le biais de vote d'une motion de censure. Alors, ces chantages qui se font entre politiciens retardent l'entrée en fonction du gouvernement. Et quand le gouvernement vient entrer en fonction, il entre suffisamment tard, avec très souvent des casseroles. Comme on a vu d'ailleurs avec le président sortant, entre le temps où il est entré en fonction et le temps où le gouvernement est entré en fonction, c'est comme ça que vous avez eu le scandale de 100 jours. Et donc, il faut que le président puisse avoir à l'avenir le moyen d'entrer en fonction très rapidement. Mais ce n'est pas la seule mesure. Vous parlez de mesures institutionnelles. Il y a cette révision constitutionnelle que nous allons faire qui comporte un certain nombre d'innovations, dont une majeure, c'est que le président de la République, sous le mandat duquel les élections ne sont pas tenues dans le délai, ne peut pas être bénéficiaire en cas de non-tenue des élections. Il devra donc démissionner. Ça, nous l'avons proposé depuis 2019. Reste en fonction jusqu'à l'investiture, ça n'existe plus. Cette affaire-là, c'est une prime à l'impunité. Et les 2 tours ? Le 2 tours à l'élection présidentielle, naturellement, il faudrait le remettre. Pourquoi? Parce que nous avons vu que le premier cycle, en dépit des problèmes qu'il avait, de 2006, les cycles qui sont venus après n'ont pas permis de faire un choix. Le premier tour permet aux Congolais de s'exprimer sur le choix de projet que les candidats présentent. De sorte à ce que lorsque les alliances se font, elles se font au second tour sur le projet et sur l'indication que le peuple a donnée. Le fait d'avoir supprimé un tour, et d'ailleurs, le président en fonction, le président sortant, Félix Tshisekedi, n'a pas été correct sur ce point parce que quand il est venu au Congrès, il a promis d'être en accord avec nous pour remettre les 2 tours de l'élection présidentielle. On ne sait pas pour quelle raison, il est revenu sur ces sujets pour lesquels il ne s'est plus exprimé. Dès l'entrée en fonction, nous allons faire cette réforme pour permettre à ce que notre démocratie puisse mieux respirer et que le choix soit beaucoup plus évident pour notre peuple. Et donc, ça c'est sur le plan institutionnel. Nous allons renforcer les pouvoirs du Parlement. Je suis un parlementaire depuis 3 législatures et nous savons que le Parlement, ce n'est pas seulement pour sanctionner. C'est que cet exercice des responsabilités permet à ce que ceux qui gèrent puissent avoir un sens du devoir beaucoup plus élevé parce qu'ils doivent rendre compte. Aujourd'hui, on a aboli les contrôles. Les majorités considèrent, aujourd'hui, quelle soit cette majorité que l'on a eue sous Joseph Kabila ou la majorité de l'Union sacrée, que le fait d'abolir les contrôles, c'est protéger le gouvernement, mais en réalité, on a cassé le pays. Et en parallèle, on a développé des contrôles qui sont dans des cadres légaux peu clairs, comme ceux de l'IGF, d'autres institutions, alors qu'en réalité, le centre du contrôle de l'action publique, de l'action des pouvoirs publics, ça doit être le Parlement. Et donc j'entends restaurer le Parlement dans son rôle et dans sa mission. Il y a une question, justement, vous dites que dans le cadre de réformes institutionnelles, le président de la République qui n'organise pas dans le délai les élections ne pourra pas se représenter. Qui juge valable ou pas les raisons de la non-tenue des élections dans le délai? Alors, vous savez, on parle souvent du processus électoral. C'est dans notre mentalité, on dit processus électoral, on a dit processus et ça suffit. Processus, ça veut dire qu'il y a une continuité d'action. Le président de la République
est le premier d'entre nous qui est chargé de veiller au respect de la Constitution. Et l'horloge républicaine, l'horloge de la démocratie, fonctionne suivant un tempo qui est connu d'avance. On ne le découvre pas. C'est quand même, c'est une blague que tous les gouvernements, tous les régimes à aujourd'hui se réveillent à la 3e année ou à la 2e année pour commencer à penser aux élections. Les élections sont un processus permanent. C'est-à-dire qu'on doit travailler pour que, à jour fixe, en respectant cette horloge-là, que les élections se tiennent, que ce soit un rendez-vous citoyen où le peuple, dans l'égalité de droit, se doit de choisir ses dirigeants. Ça ne doit pas être un privilège ou un cadeau, caprice de ceux qui gouvernent. Pour le moment, le président, comme garant du bon fonctionnement des institutions, de la tenue régulière des élections, notamment du respect de cette horloge républicaine, ne s'est pas suffisamment investi comme institution pour que ceci soit le cas. Nous ferons que ce soit le cas et pour cela, il faut que ça soit assorti d'une sanction. À partir de ce moment-là, sachant qu'il n'est pas bénéficiaire d'un report des élections ou de non-tenue dans le délai, il devra se pencher sur cette question et assurer que toutes les institutions impliquées dans le processus s'y attellent dans le délai. Que faites-vous alors des imprévus, des épiphénomènes liés autour du processus électoral? On sait qu'il faut organiser les élections en 2023, mais à 6 mois de 2023 pour la tenue des élections, il y a guerre, il y a catastrophe naturelle. Qu'est-ce qu'on fait en ce moment-là? Vous savez, vous parlez des imprévus comme si chaque fois on a d'imprévus. Il n'y a pas de catastrophe naturelle ici, il n'y a pas de guerre. Le fait que les élections dans notre pays soient organisées dans les délais, c'est parce qu'on s'y prend tard. Il vous souviendra ici dans ce pays que j'ai lancé avec des collègues députés et non députés l'initiative de Jeu 13 à l'époque. Et dans cette initiative, on tirait déjà la sonnette d'alarme sur le fait que si on ne s'y prend pas dans les délais, on ne pourra pas organiser les élections correctement dans les délais tels que c'est prévu par la Constitution. Il ne fallait pas lire dans la boule de cristal, il fallait juste prendre la Constitution et toute la Constitution et toutes les lois de la République et les appliquer pour voir qu'il fallait se prendre dans le délai. Monsieur Délice Sanga, enfin, c'est l'émission en campagne, en principe on doit parler toutes les langues, mais je voudrais que vous puissiez revenir sur l'intitulé de votre programme projet de développement, Refondation du Congo. Et ambitieux Makassi, Ozokana, fort de votre expérience de